Mais effectivement, la guerre, elle est présente. La guerre, elle est présente par le nombre des mobilisés. Durant le temps du conflit, il y a plus de 130 000 soldats, jeunes hommes, entre 20 et une quarantaine d'années, qui vont partir pour aller se battre. Donc déjà, c'est une première forme de visibilité de la guerre. Et puis, il y a l'effort de guerre à l'arrière, dans les usines, notamment avec le rôle des femmes. On vit aussi à travers la presse, la correspondance au rythme des opérations militaires. Donc l'impact de la guerre, le poids de la guerre, il est tout à fait fort dans le département, même si on ne le vit pas directement. Alors quand vous avez décidé de faire cette exposition, moi ce qui m'a étonné, et d'ailleurs, on ne pouvait pas tellement... on aurait pu se recentrer uniquement sur le soldat, sur le fameux poilu, n'avoir que des lettres de poilu, la vie au front, etc. Mais vous êtes vraiment... vous avez voulu changer un petit peu le regard sur la manière de percevoir la guerre ? Oui, effectivement, on a essayé d'aborder d'une manière peut-être un petit peu plus originale qu'à l'ordinaire le premier conflit mondial. Effectivement, il y a une figure imposée qui est la figure du poilu, et pour autant, on a voulu mettre en avant d'autres figures dans le cadre de l'exposition. La femme au travail, à l'arrière, les enfants, la figure nouvelle et pupille de la nation, au regard des nombreux morts dans le conflit, et puis aussi des figures peut-être un petit peu plus originales, les réfugiés, les blessés militaires qui arrivent à Nantes et dans le reste du département. Donc effectivement, il n'y a pas la volonté d'être seulement les deux pieds dans la boue, dans la tranchée, mais de montrer qu'à l'arrière, il y a d'autres visages de la guerre. Alors comment s'organise justement cette arrière du front ? Parce qu'on aurait pu penser que l'arrière du front, ce soit dans les départements limitrophes. Pourquoi est-ce qu'on décide d'envoyer les blessés en Loire-Inférieure ? Parce qu'entre le front et l'arrivée de ces blessés ici, on peut supposer d'abord qu'il y a peut-être eu quelques morts. Ça fait quand même une sacrée distance. On est en 1914-1918, le TGV n'existe pas, l'autobus non plus, les dernières calèches vivent encore. Alors pourquoi si loin du front ? On utilise le chemin de fer. Déjà, un département à vapeur, ouais. Oui, voilà, un département qui est quand même bien desservi en termes d'infrastructures ferroviaires. C'est vrai qu'il faut quand même s'éloigner du front suffisamment pour être à l'abri, utiliser dans des départements comme le nôtre, des villes comme celle de Nantes, l'ensemble des infrastructures. Donc ça, ce sont des raisons qui font que les départements de l'Ouest, du Sud-Ouest ont eu leur lot de blessés militaires, leur lot de réfugiés. Effectivement, c'est un département qui, pour l'époque, est un département certes rural, mais quand même avec des infrastructures portuaires notamment, qui expliquent aussi le passage des soldats étrangers, l'arrivée par l'estuaire des Anglais, puis des Américains. Donc on est un département qui, si je puis dire, revêt un certain nombre d'atouts aussi dans le cadre du conflit, et ce qui explique qu'il a une position plutôt importante. Yvan Kouchnek, comment s'organise la vie de la Loire-Atlantique, des habitants de la Loire-Atlantique ? Alors quand même une perte massive de la force vive de travail, puisqu'elle est pour une grosse part au front. Comment s'organise cette vie sur le territoire ? Je dirais qu'elle se réorganise en fait. Elle se réorganise dans un temps de guerre. Donc un temps de guerre qui va au départ entraîner une organisation un peu chaotique parce qu'on ne s'attend pas à ce que la guerre dure aussi longtemps. Et très rapidement, il va y avoir une organisation administrative pour pouvoir continuer à produire. Très très vite, le préfet va demander à tout le monde de se retrousser les manches, aux femmes de continuer à moissonner parce qu'on est au mois d'août quand la guerre débute. Et puis après, on va essayer de mobiliser toutes les forces. Donc le quotidien de la guerre, c'est ramasser des marrons pour les enfants pour pouvoir nourrir les animaux. C'est recenser les chevaux pour les envoyer à l'armée. Donc c'est des milliers de personnes qui vont être des intermédiaires entre le front et puis l'arrière, les maires, les préfets, qui vont tout simplement essayer d'organiser ce quotidien bouleversé. Donc il faut produire davantage, il faut accompagner l'augmentation des prix, il faut surveiller la population, il faut éviter les mouvements sociaux trop nombreux, il faut envoyer de la nourriture aux soldats. Et donc c'est à la fois une organisation collective et puis une organisation individuelle, parce que les familles au sein de cette organisation collective vont devoir elles-mêmes s'organiser pour aider leurs proches. Et donc c'est cet ensemble d'individus et puis la société dans son ensemble qui fonctionne main dans la main pour faire avancer et pour tenir dans un conflit qui a été très très long. Alors on sait combien la France peut être réfractaire parfois au changement, particulièrement en période de crise. On est en train de le voir un petit peu en ce moment, c'est un peu compliqué là, dans l'actualité locale. L'accueil justement de cet effort de guerre, de tous ces efforts presque des fois de l'ordre du sacrifice pour certaines personnes sur place, et
tout de suite accueillis de manière favorable, ou est-ce que on reste quand même dans une certaine tension qui peut être palpable sur le territoire de la Loire-Atlantique ou de la Loire inférieure à l'époque ? Alors, ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est justement pour casser ce regard un peu classique de cet enthousiasme de départ au front, c'est qu'il y a d'abord des individus. Donc, on a essayé de mettre en avant beaucoup de citations individuelles, aussi bien pour le début de la guerre que pour la fin de la guerre, qui montrent que finalement, le sentiment qui prédomine peut-être, c'est celui de la résignation pour une guerre dont on entend parler depuis longtemps et qui, quand elle arrive, va de toute façon être préparée, organisée. On a préparé les hommes par le service militaire, on a parlé de la guerre à l'école. Donc, du coup, il y a une forme de résignation et peut-être moins d'enthousiasme, même s'il y a eu des scènes par moments qui ont pu être des scènes d'enthousiasme. Après, la réalité, c'est que on ne s'attend pas à cette durée de guerre. On l'a lu dans beaucoup de manuels d'histoire, on s'attend à une guerre très très rapide, hein, limite une guerre éclair. Oui, et on n'a peut-être pas pensé que la puissance de feu née de l'industrialisation allait entraîner une violence telle, une guerre si terrible qu'il allait falloir finalement enterrer la guerre pour pouvoir la continuer parce qu'elle était beaucoup trop violente dans les premières heures, dans les premiers jours, les premiers mois du conflit. Donc elle s'est très rapidement enterrée et elle n'a donc plus bougé. Donc du coup, finalement, il y a eu une forme d'improvisation, de découverte d'une façon de vivre dans un conflit qu'on n'avait jamais appréhendé sur une durée aussi longue. Et c'est pour ça que la Loire-Atlantique ou la Loire inférieure de l'époque, même si elle est loin du front, elle est dans la guerre tous les jours parce que, évidemment, c'est tout le territoire qui doit être mobilisé pour cette victoire. Samuel Bosch, vous voulez rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Yuen ? Peut-être le poids de la propagande aussi, de l'encadrement des consciences qui est très important, de l'acceptation. C'est ce qu'on disait, hein. Est-ce que, parce que le poids de la propagande, on l'a vu, est-ce que justement cette image d'hyper-enthousiasme autour de cette guerre, hein, la fleur au fusil, c'est pas justement ce qui, dans nos livres d'histoire, reste de la propagande, parce que je suis pas sûr que tout le monde fût ravi d'envoyer ses hommes, ses enfants à la guerre, même si il y avait un esprit patriotique qui avait été quand même mis au cœur et préparé, comme vous disiez, dans une sorte de conscientisation depuis plusieurs années déjà. On peut même penser le contraire, hein. L'image de la fleur au fusil est certainement plus une construction mémorielle qu'une construction réellement historique, hein. C'est aussi de l'ordre de la propagande et c'est vrai qu'à travers un certain nombre de récits personnels, de correspondances qu'on présente dans l'exposition, on voit plutôt, comme le disait Yuen, la résignation, le poids aussi un petit peu du patriotisme à travers c'est une guerre qu'on attendait, faisons-la, elle sera rapide, on démarre aux moissons, on sera revenu à la maison pour les vendanges, c'est certain, donc effectivement ce poids de la propagande, il est un petit peu marquant, mais aussi à nuancer. Oui. Ce qui est sûr, c'est que la propagande, elle va, devant la durée de la guerre, rapidement pousser dans une direction qui est de dire cette guerre est utile. C'est une guerre de civilisation contre une barbarie qui sera incarnée par l'allemand. Et donc, quand on meurt pour la France, on meurt pour une idée, on meurt pour quelque chose, on meurt pour la démocratie, pour la République. Et la propagande va beaucoup insister sur cette opposition de civilisation, la lutte contre le barbare, pour justifier justement une guerre qui doit être utile et qui va, au-delà du patriotisme, dire cette guerre, c'est la protection de la France, des femmes, des enfants, des territoires, d'une idée, d'une religion, d'une civilisation, d'un État et aussi de la République. Est-ce qu'en préparant cette exposition, vous vous êtes projeté dans notre société d'aujourd'hui en vous disant si 2014 était le début d'une troisième guerre mondiale où on nécessiterait de mettre en avant justement cette dimension patriotique, est-ce qu'on serait dans la même situation ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui ont tellement évolué qu'aujourd'hui ce serait peut-être autre chose ? C'est une question difficile que les historiens n'aiment pas trop parce voilà, je vous la pose. Ils aiment bien regarder les documents anciens. C'est sûr que il est difficile de faire des comparaisons parce que c'est une guerre qui ouvre le XXe siècle et qui annonce d'autres conflits et des formes nouvelles de conflits. Donc elle va être très surprenante pour les observateurs de l'époque. Moi, en tant qu'enseignant, j'espère que l'histoire sert quand même à ouvrir, si elle donne pas de leçons, elle ouvre au moins les consciences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est vu pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une ouverture des consciences qui fait qu'on a eu peur de rentrer dans cette deuxième guerre parce que le traumatisme de la première était fort et qu'aujourd'hui on vit encore avec le traumatisme de nos guerres passées où on voudrait faire des guerres sans faire de morts, où on voudrait envoyer des missiles en disant que les civils ne vont pas être touchés. Donc on vit encore dans le traumatisme de ces deux grands conflits mondiaux dans des pays qui finalement n'ont jamais véritablement cessé de faire la guerre. On a réussi à repousser la guerre hors de notre continent ou en tout cas loin de la France, mais la guerre elle continue. Donc du coup on a un regard effectivement sur la guerre qui est le regard de démocraties qui sont
très timide et très maladroite et pas très à l'aise avec cette idée-là. On va faire une pause musicale. On va retrouver surtout notre chroniqueur musical habituel et hebdomadaire. Il s'agit d'Adam. Adam qui va nous faire découvrir, comme toutes les semaines, un petit bout de sa bibliothèque musicale avec tout le talent qui le caractérise. On se retrouve tout de suite après.